Bon, en fait, quand même, triomphant de toutes les difficultés, nous abordons la dernière conférence des demi-finales et à hauteur des demi-finales. Et pour fêter cet événement, nous avons aujourd'hui un conférencier et une conférencière qui vont traiter en réalité des sujets apparemment très différents, puisque Jan Volker, l'Allemand, très engagé donc dans les incertitudes de ce soir, va parler au fond de ce qu'on pourrait appeler la fonction du divertissement démocratique, et que Claudia Pozzana, l'italienne, éliminée par les Allemands il y a quelque temps, mais qui s'en est fort bien remise, va parler, elle, de quelque chose de très éloigné de l'Europe, mais de véritablement passionnant, comme vous le verrez, qui sont les poètes ouvriers dans la Chine contemporaine. Alors, je voudrais vous rappeler que, au-delà des demi-finales, il ne reste plus que la finale, évidemment, et que la conférence finale donc, sera prononcée dimanche par moi sur la question centrale de tout ça, après tout, qui est est-ce que la philosophie a quelque chose à dire du sport? Voilà. Et donc, je ferai une grande théorie du sport. Chose très difficile. Alors, nous allons commencer par Jan Volker, qui est à ma droite. Alors, Jan Volker est professeur à l'Université des Arts de Berlin. Et cette situation correspond en un certain sens à sa vocation, à ses intérêts principaux, puisque, en réalité, partant de convictions proprement philosophiques concernant l'ontologie, concernant la théorie de l'être, concernant la dialectique, il s'intéresse en fait de façon centrale à ce qui peut nouer ensemble la philosophie, la politique et les arts. C'est-à-dire cet ensemble problématique depuis longtemps, il faut dire, qui à la fois fait lien de la philosophie et de la politique, fait lien de la philosophie et des arts, tout ça sous un certain régime de la pensée de l'être, de la pensée ontologique. Je ferai mon commentaire qui n'est pas forcément sa pensée. En réalité, tous ces jeunes philosophes allemands dont nous avons vu, nous avons invité ici, dont j'ai invité personnellement ici, 2 représentants particulièrement éminents, 3 même en vérité finalement. L'Allemagne était présente de façon massive, à savoir Jan Volker ici présent, Frank Ruda et Gernot Kameke. Je pense qu'ils sont tous intéressés centralement à reconfigurer, à reconstruire la dialectique. C'est-à-dire à penser dans le sillage ou dans la lumière de Hegel et de l'idéalisme allemand plus généralement, mais de façon appropriée aux chicanes du monde contemporain. Alors, quelques mots sur les ouvrages de Jan Volker. Jan Volker a écrit sur Kant et l'esthétique. Donc, en effet, déjà dans le rapport entre la philosophie et l'art. Et sur la politique, il a écrit aussi un livre d'introduction à la nouvelle philosophie politique représentée dans le livre par Jean-Luc Nancy, Claude Lefort, Ernesto Laclao et Jacques Rancière, et moi aussi. Voilà. Il a écrit de nombreux articles, il faut les chercher, il faut essayer de les trouver, qui gravitent tous autour des sujets que je vous ai présentés. Et il a été aussi un très actif traducteur en langue allemande. Il a traduit des livres de moi, de Rancière, d'Alain Kazoupankik, et donc
il est à la lisière vraiment de la philosophie allemande et de la philosophie française, vieille antinomie ou vieille alliance qui traverse toute notre histoire depuis le XVIIe siècle. Alors, ceci étant dit, eh bien, je vais lui donner immédiatement la parole sur le sujet précis qui est le sien et que je vais quand même rappeler, et qui est, écoutez-le bien, la démocratie et le spectacle, deux moyens de se faire plaisir. Okay. Il faut que je m'installe comme ça. Vous pouvez mettre... Comme ça va, non? Ok, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Et tout d'abord, j'aimerais remercier le Théâtre de la Commune, spécialement Alain Badiou, pour l'invitation ici. C'est un grand honneur ou un grand plaisir, je dirais, d'avoir la possibilité de parler devant vous. Et je vous en remercie beaucoup. Alors peut-être, est-ce que je peux le prendre? Peut-être je... Ah, c'est mieux. Alors le titre de mon intervention, le spectacle et la démocratie, deux moyens de se faire plaisir, peut évoquer une vieille préjugé sur la philosophie. À savoir, le préjugé selon lequel la philosophie n'aurait que du mépris pour le plaisir. À savoir que la philosophie s'intéresserait seulement à l'esprit et à ses conclusions arides. À savoir que la philosophie préférait la gravité et que le philosophe ne rit jamais. Ce sont les raisons pour lesquelles on a souvent l'impression que la philosophie est grise et ennuyeuse, trop sérieuse, éloignée de la vraie vie. Il est tout à fait vrai que la philosophie, quand on sait vraiment de la philosophie, ne convient pas très bien à notre temps. Il est tout à fait vrai que l'opération de la philosophie est souvent difficile, lente et peut-être même ennuyeuse. Et il est tout à fait vrai que la philosophie est épuisante avec les questions qu'elle pose à tout le monde et sur toute chose. Mais fondamentalement, je ne crois pas que la philosophie n'aurait que du mépris pour le plaisir. Cette idée selon laquelle elle opprimerait les plaisirs comme l'esprit opprime la chair, elle est elle-même une vieille idée idéologique. Je propose alors de partir d'un autre point de vue de l'idée que la philosophie nous apprend, nous éduque à dépasser les plaisirs. La philosophie, à vrai dire, travaille au dépassement des plaisirs. Elle nous prépare à dépasser les plaisirs pour accéder à l'au-delà du plaisir. Cet au-delà, ce n'est pas celui d'un autre plaisir, mais c'est une interruption du plaisir dans sa version contemporaine. Et peut-être c'est cette interruption qui nous permettra de revenir sur la question du plaisir comme vrai plaisir, c'est-à-dire au plaisir même d'une interruption. Alors, dépasser les limites du plaisir, pourquoi cela serait-il nécessaire ? Dans les minutes qui suivent, je vais essayer de montrer que nous avons aujourd'hui deux grands systèmes du plaisir, la démocratie et le spectacle, et que ces deux systèmes organisent une chaîne de plaisirs ininterrompue. Mais le plaisir ininterrompu, c'est le contraire du plaisir, c'est plutôt la peur que le plaisir ne s'arrête. Mais j'aimerais commencer avec un exemple qui a déjà bel et bien 10 ans et qui a été souvent discuté et commenté. Un exemple que j'aime bien pour cette raison, parce que tout le monde le connaît et a quelque chose à en dire. J'espère que vous vous souvenez de la série télévisée The Wire, qui a été traduite en français sous le titre « Sur écoute ». On sait que cette série dresse quelque chose comme un portrait de la société américaine à partir du conflit opposant les trafiquants de drogue et la police dans la ville de Baltimore, une ville portuaire jadis puissante et influente, devenue aujourd'hui une ville qui lutte contre la tristesse post-industrielle. Au cours de 6 saisons de la série, nous sommes confrontés à une image complète de la société du capitalisme tardif.
Il y a la déchéance du port de containers, il y a la corruption du système politique, il y a la défaillance du système scolaire et il y a le rôle des médias dans cette déchéance généralisée. D'un point de vue très général et abstrait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous est donné à voir? Ce qui nous est montré est une hypothèse sur la question centrale de l'économie elle-même. Et l'hypothèse est que cette question centrale de l'économie, c'est la circulation. Et cette circulation nous est présentée dans la déchéance quasi naturelle. On assiste alors à un grand processus de la circulation qui trouve sa fin. En fait, The Wire, c'est moins une série sur le drogue et la guerre contre le drogue. C'est plutôt une sorte d'adieu à l'idée de l'économie comme nous l'avions connue. Ce qui nous est donné à voir, c'est moins l'abus des drogues. On ne voit presque jamais d'images de prise de drogue. Ce que nous voyons, c'est plutôt d'une part des corps pauvres et pourris, et d'autre part le développement détaillé et complexe du trafic des drogues. La série nous donne l'image d'une circulation, une circulation des techniques, des structures, des personnes dans l'organigramme mafieux ou politique, et d'autre part l'image des corps simples comme victimes. Alors, la drogue est ici appelée « the product », le produit. Il ne faudrait pas s'y méprendre et penser que le produit serait le nom de la drogue. Il faut au contraire entendre que c'est le produit qui est la drogue elle-même. La drogue, c'est le produit en général. Et pourquoi toute cette circulation mène-t-elle à la déchéance? Parce que dans la drogue s'agrègent deux sortes de nihilisme. Premièrement, le produit, c'est le produit comme drogue, qui permet un plaisir sans limite, qui permet un plaisir de la déliaison répétable à l'infini. C'est ce que Alain Badiou a appelé le nihilisme du libertaire, la jouissance de la déliaison, ou bien dans ce contexte-ci, je l'appellerais le plaisir de la déliaison. Ce plaisir est nihiliste parce qu'en définitive, il nie le monde contemporain qui n'est fait que de liens et qu'il lui préfère la déliaison individuelle. Alors, l'individu se retire du monde. Mais la drogue, comme le produit, c'est aussi la promesse de pouvoir acheter la possibilité d'un plaisir. Le produit, c'est aussi la promesse de pouvoir acheter un plaisir en doses, des doses qui exigent le renouvellement encore et toujours. Là encore, il y a un autre nihilisme, parce que la dose n'est en définitive que l'ersatz de la jouissance manquante, son embellage. Dans la distinction d'Alain Badiou, c'est le nihilisme libéral. Le nihilisme libéral est un nihilisme parce qu'il ne produit que ses emballages, ses formes d'ersatz. Dans le nihilisme libéral, ce n'est pas l'individu qui se nie, c'est le monde qui est nié parce que le monde n'est plus qu'un agglomérat de doses. Alors, le produit comme la drogue, c'est la promesse du plaisir de la déliaison individuelle, le nihilisme libertaire, et la désillusion continue, le nihilisme libéral. Ce sont les deux processus que nous voyons dans The Wire. On voit deux processus de pourriture, les corps individuels qui se dégradent et l'économie qui se détruit. Ces deux formes ou ces deux processus sont constamment liés. Le prolétariat, le système scolaire, la politique, les médias, tous sont corrompus et incapables. Les individus dans ces processus sont détruits. Et tout cela parce que l'économie du produit est une logique autonome et vorace qui ne peut se poursuivre que par son œuvre de décomposition, et elle décompose une par une chaque chose qu'elle touche, qu'il s'agisse d'un système ou d'un individu. En ce sens-là, on peut dire que dans The Wire, ce ne sont pas seulement la drogue et l'argent qui circulent, mais que c'est également la décomposition qui circule à travers toute la société. Mais comme tous les processus de circulation des drogues, de l'argent, de la décomposition, fusionnent entre eux,
on peut dire que les processus circulent aussi entre eux. C'est alors la drogue qui devient l'argent, c'est la décomposition des corps par la drogue qui devient, à travers l'argent, la décomposition de l'économie et de la société. Et c'est cela, à la fin, que The Wire nous aura montré. C'est que la circulation circule. Ce qui circule, c'est alors la circulation elle-même. Les drogues, les produits, les opinions, ils ne demandent qu'à circuler. Et l'apparence, la terre, la base de cette circulation est America, comme pays des possibilités illimitées, comme pays de l'équivalence des circulations, comme pays de la démocratie. Ce vêtement ou cette apparence est donnée à voir dans son processus de pourriture et on trouve là une sorte d'humanisme caché de la série. L'humanisme réside dans la thèse que l'économie, la circulation et l'échange se poursuivent par la décomposition des corps. Échange et commerce de désirs mènent à des morts, les victimes de la drogue. Échange et commerce des biens mènent à la mort du prolétariat. Échange et commerce des opinions mènent à la corruption de la politique et des médias. Mais si on laisse de côté la question de l'humanisme, on peut se concentrer sur la question de la circulation. En fait, The Wire est l'histoire de la concurrence même de deux économies. Celle de la drogue, qui circule dans une économie autonome et complète, et celle de l'argent ordinaire qui circule par les banques, les secteurs immobiliers, etc. Comme dans toutes les histoires de trafic de drogue, le but est évidemment de faire passer l'argent de la drogue dans le circuit du marché légal. De faire circuler donc l'argent du marché noir à l'intérieur du marché légal. Mais les deux marchés ne sont pas simplement et seulement liés par la question de l'argent, ils sont connectés par la question de la circulation. Ceci est l'hypothèse majeure que tout est une question de circulation. La drogue circule dans le corps comme le sang, le corps et les marchés en proie au pourrissement circulent dans la société, et l'argent circule du marché noir au marché légal et vice-versa. Deux économies, la drogue et l'argent, et tous deux circulent en elles-mêmes et entre elles. Mais cependant, tout ce qui est traversé par la circulation est condamné à pourrir, à l'avantage de ceux qui sont pour l'instant en haut de la circulation, avant que ce ne soit à eux de pourrir à leur tour. À la fin, les corps, les quartiers de la ville, l'économie même, tout ce qui est touché par la circulation doit pourrir. Tout doit circuler, tout doit pourrir. Je crois que si l'on fait abstraction de l'humanisme émanant à la série, on obtient une image abstraite et concrète de l'économie contemporaine. Ce qui ne circule pas n'est pas un bien. Ce qui n'est pas un bien n'est pas bon. Le bien est un bien circulant. Le bien circulant est bon parce que tout ce qui ne circule pas est menacé de pourrir. Mais le bien circulant n'arrête cependant pas la pourriture, demeure seulement l'illusion que la circulation peut continuer. Alors il faut que ça circule, mais ça n'en pourrira pas moins. Si nous prenons cette image de The Wire comme une image de notre contemporain, de la circulation, il faut ajouter que ce ne sont pas seulement les marchandises qui circulent. Ou alors, on peut remplacer la question des deux économies par l'hypothèse qu'il y a bien plus de choses qui doivent circuler et non seulement l'argent. Bien sûr, ce sont les marchandises et les objets qui circulent, mais c'est aussi et peut-être d'abord nous qui circulons. C'est d'abord nous qui circulons à travers le monde pour le travail, pour le tourisme, pour le fantasme. Nous circulons de Berlin à Paris, par exemple, et nous parlons dans la langue de la circulation, anglais, Pas ici. Voilà. Sauf qu'on est avec un ami qui ne le permet pas, c'est d'autres choses. Alors c'est nous, mais aussi nos opinions qui doivent être flexibles, comme nos besoins ou nos préférences. Il n'y a pas de plaisir sans l'impératif de la circulation.
Le plaisir circule entre le moment de la jouissance instantanée et la menace du pourrissement du corps. Ce que je veux dire, c'est que tout fonctionne, s'ordonne sous l'impératif de la circulation. Comme dans le régime de la drogue, il y a deux moments qui sont connectés. Le plaisir d'une jouissance instantanée et le plaisir de pouvoir acheter sa dose de jouissance. Et dans la circulation, il y a deux moments opposés qui sont connectés. La déliaison, qui est une interruption, et la continuation, parce que chaque moment de la drogue demande le prochain moment de la drogue. Donc les deux moments sont liés. Il y a une circulation des moments non circulants. La contradiction de la loi contemporaine de la circulation, c'est précisément qu'elle fait circuler des moments non circulants. Qu'est-ce alors qui fait que la circulation continue et dans et après chaque moment de la déliaison, dans et après chaque achat d'une dose de jouissance? La chaîne de la circulation est liée par une promesse. Et la promesse est celle de ne pas être confronté à l'interruption du plaisir. À chaque moment, il y a une promesse suspendue qui aide à ne pas voir que chaque moment en soi-même est marqué par une désillusion. Chaque moment d'un plaisir contient le danger de découvrir qu'il y a une désillusion, qu'il y a quelque chose d'imparfait, quelque chose de non accompli dans ce moment même. Et s'il n'y avait pas la possibilité de continuer avec un autre moment de déliaison, avec un autre achat, il y aurait le problème de la présence du non-parfait. Alors les deux nihilismes, le nihilisme libertaire et le nihilisme libéral, sont liés par l'idée de la circulation, par l'idée que ça continue. Mais pourquoi est-ce que ça doit continuer? Pourquoi le plaisir doit-il circuler d'un moment à l'autre? Parce que dans le plaisir même, il y a un moment déplaisant, quelque chose d'imparfait, d'incertain, de précaire. Le moteur de la circulation est cette suspension de l'accomplissement suspendu. La circulation donne une sorte d'idéalisme de l'accomplissement suspendu. Et cet idéalisme permet l'illusion de jouir des plaisirs sans être confronté à la désillusion du manque de quelque chose. La circulation permet de croire que le plaisir va se répéter et que personne ne doit avoir peur que le plaisir puisse être incomplet. On peut dire que cet impératif de la circulation des plaisirs est lui-même réglé par l'argent comme garant supérieur de la circulation. Parce qu'enfin, c'est l'argent qui est l'équivalent général et l'argent garantit que tout est échangeable et nous semble alors la principale technique de la circulation. Mais peut-être n'est-ce pas là toute l'histoire, parce qu'il y a même dans le cercle de l'argent cette peur que la circulation puisse être interrompue. Et à cause de cette peur, on a de temps en temps besoin de vérifier ce qui garantit la circulation de l'argent même. Je ne sais pas en fait si quelque chose de semblable a lieu en France ou a eu lieu en France, mais en Allemagne, on a décidé au cours de l'année 2013 de faire rentrer et de repatrier le réserve nationale en or du monde entier, mais surtout de New York. D'un moment à l'autre, on a eu l'idée qu'il fallait rapatrier tout le trésor d'or. Alors même que la convertibilité de la monnaie en or, le système d'étalon d'or, fait partie de l'histoire depuis les années 1970, on a eu peur que ces réserves ne soient peut-être menacées. Mais ne faut-il pas voir ce geste, celui de faire rentrer sur le sol allemand les réserves en or, comme une expression de la peur que la circulation ne soit une illusion, que la promesse de la continuation ne tienne pas? On veut voir, toucher même, le trésor en or de temps en temps pour sentir l'assurance que la garantie, la vérité est là, là dans la terre de la patrie. Malgré tous les marchés spéculatifs, toutes les complexités du marché mondial, de temps en temps, il faut toucher, il faut voir, il faut sentir les garanties de toutes ces circulations. Soit l'or, soit le bien immobilier. Qu'on ne touche, qu'on ne voit, qu'on ne sente jamais qu'une autre illusion,
On s'en rend peut-être jamais compte, parce que ce qu'on en touche, voit, sent, ce n'est que la promesse de la continuation de la circulation encore une fois. Parce qu'à la fin de fin, l'or ne garantit rien. Sa valeur est une fiction comme les autres valeurs de la circulation. La promesse d'accomplissement serait suspendue au moment même où on voudrait faire l'essai de se maintenir debout dans une économie mondiale s'effondrant, avec comme seul atout des mains pleines d'or. Non, même l'argent, comme fiction d'une référence générale, n'est qu'une autre promesse de la circulation générale. C'est-à-dire que même l'argent est soumis à l'impératif de la circulation et n'est pas la régulation supérieure de celle-ci. Nous avons besoin de l'illusion de la circulation pour que la peur, que le plaisir soit interrompu, ne nous saisisse pas. Aujourd'hui, vous êtes exclus quand vous n'avez pas d'argent, c'est vrai. Mais n'est-ce pas qu'il n'y a pas de délit plus grave que celui de ne pas circuler? Ce qui ne circule pas, n'obéit pas à la loi de la circulation, sera expulsé du cœur de la société comme un corps étranger. Et juste en passant, je crois qu'il y a là des aspects tragiques de la situation des réfugiés, parce qu'en vérité, ils font ce qui leur est demandé, ils circulent. C'est un problème très précis. Pourquoi eux, qui circulent, sont-ils empêchés de circuler? Précisément parce que la loi de la circulation se réfère à des limites. La loi de la circulation, c'est la loi qui permet de circuler sans limite à l'intérieur de limites très précises. Il y a deux aspects de la loi de la circulation. D'une part, la loi de la circulation commande de circuler à l'infini, mais d'autre part, il faut que ce soit une circulation qui se fasse dans des limites très définies. Ces limitations, on peut les comprendre en regardant de près les promesses de la circulation elle-même. Ces promesses indiquent directement l'impossibilité de la circulation parce qu'elles contiennent en elles-mêmes les obstacles à cette même circulation. Quelles sont les promesses de la circulation alors? Il y en a trois. 1. Il y a la promesse de surmonter la finitude. 2. Il y a la promesse de l'équivalence. Et 3. Il y a la promesse de la singularité répétée. Aujourd'hui, nos sociétés occidentales sont souvent critiquées par nos critiques professionnels comme des sociétés qui sont fixées sur des objets, des produits matériels ou des valeurs matérielles. Mais plus que sur les objets, nous sommes fixés sur la circulation. C'est la circulation qui nous promet de surmonter la finitude. La finitude qui est tout d'abord la finitude de nos corps, mais aussi la finitude des objets qui demandent à être remplacés par d'autres objets. Avec la circulation, nous gagnons l'illusion d'une continuation infinie. C'est un mauvais infini dans la mesure où il procède par des objets finis, mais quand même. Pour que ce soit possible, la circulation nous promet aussi l'équivalence des objets et des corps, comme celle des objets entre eux et des corps entre eux. Ils sont interchangeables et alors il y a une certaine égalité des objets entre eux et des corps entre eux. S'il n'y avait pas une égalité et une échangeabilité générale, la continuation de la circulation ne serait pas possible. Mais troisièmement, la circulation, avec ses promesses de dépassement répétées, nous promet aussi qu'elle se réalisera dans chaque objet, dans chaque corps. C'est-à-dire que la circulation promet que chaque objet, chaque corps, sera vraiment singulier et nous donnera le plaisir de la jouissance. Si ce n'est pas celui-ci, ça sera le prochain. Prenons 4 exemples de circulation pour regarder de près la contradiction entre l'impératif illusion de la circulation et la finitude de ces étapes. Vous allez remarquer que je vais suivre Alain Badiou et la typologie des 4 sujets possibles, sauf que ici nous essayons de penser des formes limitées de ces sujets, limitées par l'illusion que ça se continue de soi-même, pourrait-on dire. Alors, premièrement, la politique. Ce qui nous est donné, c'est la liberté individuelle.
La liberté individuelle nous promet une version faible du dépassement de la finitude dans l'expérience individuelle de la vie. C'est la liberté individuelle qui nous garantit la possibilité de vivre nos vies comme des expériences individuelles et nous-mêmes comme des sujets singuliers plutôt que comme des objets abstraits. La liberté des expériences individuelles se répète chez votre voisin. Il y a une promesse d'égalité entre les différentes expériences. Et en définitive, la liberté individuelle s'y présente comme une chaîne ininterrompue d'expériences singulières. Deuxièmement, dans l'amour, nous croyons certainement capables de surmonter la finitude, comme notre voisin. Mais nous croyons de plus en plus que l'amour, c'est une forme de consensus intime dans lequel deux corps vont bien ensemble. Et l'amour se présente aussi comme une chaîne ininterrompue d'expériences singulières, d'expériences du consensus du corps, des corps. Et troisièmement, dans la science, nous espérons surmonter la finitude de la nature, ce qui se manifeste principalement dans le projet d'un sens de la vie. Et nous pouvons voir l'égalité dans l'égalité des résultats entre eux en tant que résultats. Alors la science se présente comme une chaîne ininterrompue des résultats singuliers. Et enfin, dans l'art, nous croyons trouver une scène où mener une expérience avec les limites de nos existences, et ainsi l'art donnerait un sens à la vie par l'action qui serait la sienne sur la réalité sociale et politique. Nous trouvons alors une égalité des œuvres de sens et nous voyons l'art comme une chaîne des œuvres de sens singulières. Il y a 4 formes dans lesquelles nous croyons surmonter la finitude, dans la forme de l'individu, du corps, du résultat et du sens manifeste. La circulation forme la chaîne des individus, des consensus corporels, des résultats et des œuvres de sens singulières. C'est aussi la circulation qui promet à chaque individu, à chaque corps, à chaque résultat, à chaque œuvre de sens qu'il est singulier. Voilà, je crois que le plaisir contemporain, c'est cela. Accomplir un moment fini dans la circulation infinie. Se sentir un vrai individu. Se sentir un vrai corps. Obtenir un résultat utile. Produire du sens ayant un effet dans les réalités sociales. Ce sont les moments de plaisir. Et je crois que le spectacle, c'est la promesse de la singularité de chacun de ces instants. Ce qui est spectaculaire, c'est un vrai individu, un vrai corps, un résultat utile et le sens qui agit. Et en définitive, je crois que la démocratie, c'est le nom contemporain de la circulation du plaisir spectaculaire. Mais avant de parler de la démocratie, il faut remarquer que toute la circulation du plaisir spectaculaire est marquée par des contradictions. On ne peut pas surmonter la finitude des corps par le consensus avec un autre corps. On ne peut pas surmonter la finitude par l'individu fini. On ne peut pas surmonter la finitude de la nature par des résultats utiles qui servent des buts extérieurs. On ne peut pas surmonter les limites de nos existences par la création d'un sens qui agisse dans la société. Le consensus d'un corps avec un autre corps ne fait que répéter la finitude des corps. La politique des individus ne donne qu'une illusion d'une collectivité. Les résultats qui doivent être utiles sont pour cette raison même limités par la relation qui les unit à un sens extérieur à eux. Et les œuvres d'art qui interviennent dans la société et y introduisent du sens ne peuvent donner qu'un sens utile et elles sont ainsi limitées dès le départ. Ce qu'il y a comme équivalence des plaisirs, c'est alors l'équivalence des moments finis. Ce qu'il y a comme singularité, ce sont des singularités finies. Le cercle complet de la circulation s'établit sur des moments et des structures finis. Et ça, ce n'est même pas la fin. Parce qu'en tant que circulation finie, la circulation est une circulation dans des limites fixées. C'est-à-dire que la circulation non seulement procède de moments finis, mais elle est
elle-même fixée dans des limites. C'est alors la raison pour laquelle il ne suffit pas de circuler en vérité. Il faut que ça circule dans des limites déterminées. Dans la société contemporaine de l'Ouest, on suit l'impératif que ça doit circuler, on y croit, mais la circulation est une illusion pour deux raisons. Du point de vue de son fonctionnement interne, elle procède par des moments finis, et dans son ensemble, elle est limitée. Si vous essayez d'entrer dans la circulation en partant d'une place qui se trouve hors de la circulation, vous aurez tous les problèmes d'accès possibles. Vous aurez besoin d'une pièce d'identité pour traverser les frontières, pièce d'identité que vous recevrez seulement si vous circulez déjà. D'une pièce d'identité qui vous donne accès au marché d'art occidental qui s'appelle l'art contemporain, d'une pièce d'identité qui vous ouvre la porte pour pouvoir voter sur les politiques portant sur les individus et ainsi de suite. Mais restons encore un moment dans le cercle de la circulation. Ce qui circule, c'est en vérité la circulation elle-même. Elle circule comme la drogue dans le corps. Et comme on peut se tromper en croyant qu'on aime la drogue qui circule et pas la circulation elle-même, on peut se tromper et croire qu'on aime les objets, les corps, les résultats, les œuvres de sens qui circulent. Mais si l'on se trompe, on n'a pas moins ce besoin de vérifier qu'on ne se trompe pas. Alors, pour sentir le sens et la vérification de cette circulation, nous avons besoin de toucher de temps en temps l'or qui nous semble être là, ou qui nous semble être la base sûre de tout ce qui circule, de la circulation même. Mais cette vérification sert seulement à nous rassurer sur notre vrai amour de la circulation, puisque tout le monde sait que l'or enterré ne nous sauvera pas. Nous allons toucher l'or, les objets, les biens immobiliers, mais chaque fois dans la certitude qu'il n'y a rien d'imparfait, de manquant. Cette certitude nous est donnée par l'illusion de la circulation. Si quelque chose manque, on complétera la prochaine fois. Ce que nous aimons vraiment, c'est l'ordre de la circulation, qui est l'ordre public et l'ordre privé. L'ordre dans lequel on peut circuler sans peur. Cet ordre général, la circulation, est le bien suprême. Et notre définition du plaisir, c'est tout ce qui anime cette circulation. Peut-être vous demandez-vous où sont ici la démocratie et le spectacle dont j'avais promis de parler. Eh bien, pour la démocratie et le spectacle, je crois qu'ils sont là. Pour commencer par la démocratie, on peut dire que l'emblème de cet ordre de la circulation, comme Alain Badiou l'a appelé, c'est la démocratie. Mais j'aimerais ici souligner que cet emblème est d'une nature spéciale. Il est abstrait, il présente un ordre, une loi de la vie et de la terre, un système d'échange, pourrait-on dire. La démocratie est l'ordre de la circulation générale. La démocratie est l'ordre de la circulation qui garantit que les objets et les corps circulent comme la drogue circule dans le corps. Alors, c'est la démocratie qui garantit et qui est le nom de la circulation généralisée et qui nous envoie sur la route de petits plaisirs finis, tenus ensemble par l'illusion que c'est la route vers l'infini. Ou bien, comme quelqu'un d'autre aurait pu le dire, s'il avait eu la chance d'observer l'héritage du XXe siècle dans lequel nous vivons, la démocratie est l'opium des peuples. C'est l'illusion de la drogue qui est le moteur de la circulation et se présente à chaque moment, non seulement comme un moment fini, mais aussi comme un moment spectaculaire. Mais revenons sur nos 4 exemples de circulation avant de revenir sur la question de la démocratie comme loi de la circulation. Dans l'art contemporain, nous avons l'idée de la participation par la figure concrète d'une œuvre singulière et transgressive, d'un sens qui agirait dans l'espace social. L'art contemporain est supposé et se comprend lui-même comme participant à l'espace social. Il y participe parce qu'il y intervient et de cette façon, il propose d'être lui-même en espace social. Le musée ou l'espace de l'art, la galerie, devient un espace politique et social alternatif.
Alors, l'art devient lui-même une interaction politique et les frontières entre le social, la politique et l'art sont dissoutes. La politique commence à circuler dans l'art et l'art vise à circuler dans le social. L'art produit des objets de l'illusion de la transgression de sa propre finitude et comme résultat, il se supprime lui-même. Dans la politique, nous avons l'idée d'un individu qui circule dans sa sphère privée, qui n'est presque jamais interrompu. Oui, il y a les impôts, mais le reste est bien privé, le contact social, le boulot, les idées sur la vie. Alors en politique, nous avons comme résultat que la coopération des individus devient le paradigme central. La politique de la coopération travaille à partir d'une connaissance des règles concernant les phénomènes sociaux et les individus en tant qu'ils sont déterminés. C'est la raison pour laquelle la politique a tendance à devenir une science. Dans la science, nous avons l'impératif de l'utilité. Quoi que vous fassiez en science, il est nécessaire qu'il en suive un résultat qui soit bien utile. Le résultat doit être utile pour la société, pour son corps et pour sa vivacité. Mais ce que c'est la vie, le sens que l'on donne à la notion de vie est une question idéologico-politique et c'est pour cette raison que la science repose sur des fondements politiques ou idéologiques. Dans l'amour, nous avons l'idée d'un consensus des corps et c'est la raison pour laquelle l'amour a tendance à devenir une science, une adéquation des préférences et des caractères. Non seulement il y a 4 formes de l'illusion qui consistent à vouloir dépasser la finitude, mais il y a aussi 4 tendances à dépasser les procédures elles-mêmes. On a le sens transgressif dans l'art qui tend vers la politique. On a la coopération de sphères privées des individus dans la politique qui tend vers la science. On a l'utilité pour la vie qui fait tendre la science vers la politique. Et on a l'amour avec l'adéquation des préférences qui en fait une science. Alors la circulation se complète. L'art est politique, la politique est science, la science est politique, l'amour est scientifique. Tout circule et les petits moments de cette circulation démocratique sont des plaisirs spectaculaires parce qu'ils sont des moments qui semblent dépasser des limites. Ce qui se forme à travers ces 4 procédures, c'est ce que j'aimerais appeler le sujet démocratique. Le sujet démocratique est le sujet de l'illusion de la circulation infinie de plaisirs spectaculaires. Le sujet démocratique est un sujet qui se croit un artiste politique en défendant la politique sur la base des chiffres, croyant à l'utilité de la science et aimant en scientifique les coordonnées d'une relation des corps. Le sujet démocratique est la forme de la circulation entre politique, art, science et amour. Il est sujet de la circulation des spectacles. Mais comme sujet de la circulation, il est aussi un sujet d'une illusion de complétion. Il est un sujet réactif dans la terminologie d'Alain Badiou, encore une fois, parce qu'il circule pour échapper à l'interruption. Bon. Est-ce que ça veut dire que le sujet démocratique met tout en désordre en mélangeant la politique avec l'art et avec la science et avec l'amour? Au contraire, le sujet démocratique essaie de tout mettre en ordre par la circulation. Ce qu'il aime vraiment, c'est l'ordre dans lequel tout ce qui est inclus peut circuler et tout ce qui n'est pas inclus est empêché de circuler. La démocratie est l'opium des peuples parce que, comme dans le cas de la drogue, on ne consomme pas seulement le moment, mais on jouit en vérité de la promesse que ça se continue à l'intérieur de l'ordre. Mais comme c'est une illusion et que son statut est tout à fait précaire, de temps en temps, les populistes de tous bords ont des bonnes cartes à jouer en présentant des bases apparemment solides à cette circulation. Que ce soit alors le corps de la nation ou même une classe sociale comme sujet révolutionnaire. La droite de toutes couleurs ne cesse d'inventer de nouveaux étalons or ou de prôner le retour à ces vieilles versions. Mais si la circulation est une illusion, est-ce que cela veut dire qu'en vérité, nous devrons accepter qu'il n'y a pas de possibilité de surmonter la finitude, d'acquérir l'égalité et d'avoir le plaisir de la singularité?
Pour lentement commencer à conclure, pour m'arrêter et pour commencer la fin de mon intervention, j'aimerais revenir au début. J'avais commencé avec le préjugé contre la philosophie selon lequel celle-ci n'aurait que du mépris pour le plaisir. Et j'avais dit comme une hypothèse et sans fondement véritable que je crois que la philosophie n'est pas contre les plaisirs, mais nous apprend à dépasser les plaisirs dans la direction d'un au-delà des plaisirs. De plus, j'avais dit que cet au-delà ne devrait pas être compris comme quelque chose qui serait hors du plaisir, mais comme une interruption à l'intérieur du plaisir. Je crois que l'illusion de la circulation du spectacle nous montre un trait spécifique du plaisir. Et ce trait, c'est que dans chaque plaisir, il y a une qualité de manque, de rupture ou de nouveauté. L'illusion de la circulation vise à supprimer cette qualité de manque, mais en même temps, elle en est la preuve. Si on commence à comprendre le plaisir dans sa qualité de manque, d'imperfection, de rupture, de nouveauté, d'un coup, la question de la singularité et de l'égalité du plaisir est complètement changée. Mais est-ce que cela veut dire que l'infini d'un plaisir est une illusion et qu'il faudrait accepter que le plaisir soit fini et qu'en plus, il soit impossible de le répéter? Je crois que non. Peut-être que c'est précisément la nature interrompante du plaisir qui marque sa qualité infinie et qui est répétable. Et peut-être y a-t-il même une autre continuation, une autre répétition, une autre circulation même d'un autre plaisir. Vous voyez qu'on ne pourrait dire que là, nous sortons des prises de l'illusion et que nous entrons dans la réalité. Nous avons besoin d'une autre illusion dans laquelle on pourrait continuer, garder, développer ce plaisir qui commence avec une instabilité, une nouveauté, une faiblesse. Peut-être y aura-t-il même une autre idée de la démocratie des plaisirs spectaculaires. Pour tout cela, il est nécessaire de dépasser le plaisir. Les dépasser, aujourd'hui, ça veut dire principalement les pensées. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la philosophie, parce que la philosophie, c'est celui qui se soustrait, ou le philosophe, c'est celui qui se soustrait au plaisir et peint son gris sur gris. Quand la démocratie est la permanence de la circulation, la philosophie est l'insistance de l'interruption. Mais comme le plaisir est une qualité de vivre, ainsi la question de son interruption n'est pas la question d'une classe de penseurs, mais de la pensée. Dans chaque plaisir, nous pouvons devenir de petits philosophes et dégager la vérité du plaisir, sa qualité énigmatique, incomparable, non circulante. Et nous commençons une autre chaîne de plaisir qui ne suit pas un ordre donné, mais crée un ordre différent. Merci beaucoup. Eh bien, voilà à la fois une analyse et une promesse des plus significatives. Analyse du faux plaisir de la circulation, mais tout de même la promesse d'un plaisir radical de la singularité. Donc, cette promesse d'un plaisir radical de la singularité, c'est quelque chose qu'il faut retenir pour ne pas être entièrement accablé par l'analyse détaillée de la circulation. C'est-à-dire pour que, véritablement, comme le fait ta conclusion, il s'agit d'une interruption de la circulation en réalité par la butée sur la singularité. C'est une idée extrêmement forte et je t'en remercie. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette soirée avec la prestation de Claudia Posana. Claudia Posana est professeure de langue et de littérature chinoise à l'Université de Bologne et son intérêt propre, c'est la poésie chinoise contemporaine, mais aussi la relation entre cette poésie chinoise contemporaine et la poésie ancienne. En réalité, comme vous allez le voir,
il y a une extraordinaire singularité, là, vraiment historique et générale, de la fonction de la poésie dans la société chinoise. Parce qu'elle a été, ça vous le savez, tiraillée entre le fait qu'elle était d'un côté la matière principale des examens pour les fonctionnaires, ce qui est très particulier tout de même. C'est-à-dire, ce n'est pas ici, c'est pas en écrivant un poème qu'on devient inspecteur des finances. En Chine, c'était tout de même le cas. C'était tout de même le cas. Une des innombrables singularités de la société chinoise. Mais d'un autre côté, elle est aussi un mode d'expression et même, comme Claudia va nous le dire, le mode d'expression peut-être dans lequel se dit aujourd'hui le monde ouvrier géant qui s'est constitué en Chine. Vous savez que dans nos sociétés désindustrialisées, le concept rôde qu'il n'y a plus de classe ouvrière, qu'il n'y a plus d'ouvriers, etc. En réalité, dans le monde, il n'en a jamais eu autant. Et à elle seule, la Chine a peut-être plus d'ouvriers qu'il n'y en a jamais eu dans le monde. À titre d'un chiffre qui m'a tellement frappé, il existe probablement quelque chose dans la seule Chine comme 500 millions d'ouvriers nomades. C'est-à-dire 500 millions d'ouvriers qui non seulement sont ouvriers, mais en plus n'ont pas des postes fixes et répertoriés, mais errent dans le territoire chinois à la recherche d'un travail. Dans son extrême sagesse, il a été pratiquement décidé en Chine qu'aucun contrat ouvrier ne devait durer plus de 6 mois. Ce qui évidemment protège amplement les propriétaires de tout ce bazar et jette des masses colossales d'ouvriers sur les routes. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut avancer et que j'ai avancé l'idée majeure qu'aujourd'hui le prolétariat dans son essence même est un prolétariat nomade. Et ce qui va nous être dit de cette poésie des ouvriers chinois, c'est au fond la poésie du prolétariat nomade. C'est ça, c'est la poésie de la grandeur et de la misère du prolétariat nomade, non seulement chinois, mais en vérité universelle, car aujourd'hui c'est universellement que le prolétariat est nomade. Alors, Claudia Putnana s'est aussi intéressée directement à ces poètes parce qu'elle a étudié de près la poésie en faisant des anthologies, en faisant des traductions. Elle a été dans le matériau lui-même de façon active, tout en s'intéressant aussi, comme en cortège à cela, à la contemporanéité politique, et en particulier à l'étude et à l'édition du premier marxiste chinois, Li Dachao, dont elle a traduit, commenté, etc., l'existence. Et vous verrez, vous allez voir dans ce qu'elle va nous dire et dans les poèmes eux-mêmes, à quel point ces deux thèmes sont conjoints. C'est-à-dire le thème de la poésie ouvrière dans la Chine contemporaine et le thème de la situation politique et des problèmes politiques posés par l'existence du prolétariat nomade en Chine aujourd'hui sont étroitement liés. De sorte que cette poésie est quand même aussi un carrefour entre la forme d'art qu'elle est venue des anciens temps et la gestation lente, difficile, presque énigmatique de ce qui sera en fait une nouvelle politique dont l'énormité chinoise sera une fois de plus le théâtre. Voilà. Et bien maintenant, Claudia va parler et je me ferai, pour la première fois de ma vie, à vrai dire, lecteur de poésie chinoise, traduite. Bon, merci à Alain Badiou de m'avoir invité. Peut-être il faut l'ouvrir, non? D'être ici à cette merci de cette occasion d'être au Théâtre de la Commune. Pour moi, c'est un grand honneur et ça me rend un peu timide par rapport à la
grandeur de cette occasion. Je n'ai pas l'habitude de parler comme dans un public si vaste, mais en principe, des étudiants un peu distraits aussi. Et surtout, je n'ai pas l'habitude de parler des poètes ouvriers, parce que c'est le début d'une recherche, d'une enquête. Je viens de la commencer et surtout, je viens de découvrir que c'est un nouveau phénomène extrêmement riche, extrêmement développé. Je l'ai découvert grâce à 2 livres, un qui a été fait par un poète de la génération des années 80, qui est Yan Lien, qui j'ai traduit depuis longtemps, et lequel a inventé un prime international de poésie chinoise, en espérant de faire arriver en Chine aussi des poètes de langue chinoise qui sont émigrés dans d'autres pays ou aussi à Taïwan. Et ils ont donné une adresse de e-mail pour envoyer le texte qui voulait participer. Avec lui, il y avait une autre partie de poètes, qu'on pourrait dire, déjà reconnus, assez fameux des années 80, et un groupe de 8 qui devaient juger. Et ils se sont trouvés avec une grande surprise. Ils ont répondu 80 000 poètes. C'est vrai que la Chine est toujours le grand nombre, mais eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, ils ont... Et ça, dans le tour d'une année. Donc, ils ont eu du mal à prendre des décisions, qui est le meilleur. Ils ont dit qu'au moins les 10%, c'était de la poésie de très grande bonne qualité. Ils avaient des critères assez sévères. Les critères, c'était décidé collectivement par les groupes de poètes et concernaient soit la musicalité, soit le contenu de réel, soit le niveau de compositoire, d'architecture du texte et les contenus de pensée. Donc, c'était pas immédiat, c'était pas possible de bluffer. Mais 80 000 poètes, ils ont dû faire plusieurs éditions. Maintenant, ils ont publié un premier volume en anglais avec un choix d'une douzaine de poètes, parmi lesquels il y en a qui sont déjà des noms connus des années 90-2000 et un qui est le poète ouvrier qui a eu le premier prime. Et après, on va l'écouter. On va écouter Alain qui le lit. Ces poètes, d'où ils viennent? Comment les poètes des années 80 sont intéressés? Et quelle relation il y a entre poètes ouvriers et poètes des années 80? Je pense que la première connexion immédiate, c'est qu'aux années 80, les poètes qui ont été nommés poètes obscurs, les poètes Menglong, il avait comme intention poétique celle de commencer de zéro. Ils avaient besoin de
recommencer quelque chose sur le plan de la langue, de la qualité de leur expression, recommencer. Et c'était justement après la révolution culturelle et après leur propre expérience singulière. Une partie d'eux a été paysanne, une partie était pêcheur, quelqu'un allait faire le médecin à pieds nus et quelqu'un, une bonne partie, est devenu ouvrier. Une bonne partie des meilleurs poètes des années de la fin du XXe siècle est passé à travers les usines avec des expériences de au moins 10 ans. Bon, l'usine où ils ont eu l'expérience et l'usine d'aujourd'hui est complètement différente. Ce sont deux types d'usines. La première était encore liée à une vision socialiste et venait progressivement d'être détruite dans leurs pieds. Et l'usine socialiste garantissait une place sécure, salaire bas, mais sécurité sociale, maladie, couverture pour la maladie, l'école pour les enfants, même la crèche et la cantine. Tout ça a été progressivement cassé, coupé. Et d'un jour à l'autre, ils ont coupé les communes populaires et les downway, les unités de travail, ont été démantelées progressivement. Les unités de travail s'étaient modelées sur l'usine industrielle, la grande industrie. Donc, en démantelant, en défaisant les communes populaires, il y a eu un génie du mal qui a inventé une façon pour construire une immense force travail à bon marché. Et voilà les nouveaux poètes. Les nouveaux poètes ouvriers viennent de la immense force j'ai pas le mot un immense lieu de conservation des forces de travail à bas niveau. L'esercito salariato di riserva à la dimension, comment dire en français ça Une armée de réserve. L'armée des réserves, mais c'était plus qu'une armée de réserve, c'était plus que la moitié de la population rurale, parce que la population rurale c'était 800 millions et ça c'est devenu 500 millions. Qu'est-ce qu'ils font ces 500 millions? Ils ne sont plus ouvriers, ils ne sont plus paysannes parce qu'ils doivent abandonner la campagne. Il n'y a plus de programme productif agricole, c'est fini. Pour survivre, ils ont un mou de terre, ça veut dire une portion très petite de terre pour personne, pas suffisant pour se reproduire et pour manger. Et donc, les paysannes laissent progressivement, dans un mouvement de plus en plus concentré, laissent la campagne. La campagne devient un lieu invivable.
Les premiers à partir sont les jeunes. Il y a deux périodes dans l'année où les grandes villes, en septembre plus ou moins et en février, les grandes villes sont encerclées par des millions d'ouvriers à la recherche du travail. Bon, ces ouvriers ne sont plus paysans, mais ils ne sont pas encore ouvriers. Ils n'ont pas de maison et ils vont vivre dans des dortoirs dans les usines qui les prennent. Les usines dortoirs offrent de 1000 places par jour pour maximum 6 mois. Donc après les 6 mois, c'est fini. Le ex-paysan nouveau ouvrier doit bouger. Il bouge, il va ailleurs. Et il y a des livres qui décrivent ce continu mouvement, surtout des ouvrières qui bougent d'une ville à l'autre pour trouver du travail. Pourquoi surtout des ouvrières? Parce que si les ouvriers, après quelques années, peuvent rentrer au pays, à la campagne, l'ouvrière ne peut pas. Pour les traditions, une fois qu'elle est partie de la maison, elle ne peut plus rentrer, sauf qu'elle rentre dans la maison d'un mari. Mais une fois qu'elle est partie de la campagne, elle ne trouve pas un mari, donc elle reste dehors. Elle est conçue comme une femme perdue. Les hommes peuvent rentrer. Les gens qui sont mariés et qui vont à la campagne ne peuvent pas amener leurs enfants. Donc les enfants sont laissés chez les grands-parents à la campagne. Il y a des familles complètement déchirées parce que le mari et la femme pas nécessairement trouvent du travail dans la même ville et souvent sont très loin. Donc, le sang de la famille traditionnelle chinoise, le clan, est en train de se défaire. Les travail dans les usines. J'ai dit que c'est une usine de type nouveau, surtout après les années 90, j'oserais dire. Et bon, peut-être on peut écouter une belle description d'un numéro 1 d'une femme poète qui raconte qu'est-ce qui se passe dans son usine. Tu peux dire le nom du poète? Elle s'appelle Zhang Xiaochong. Le titre, c'est « Les travailleuses à genoux pour demander leur salaire ». Elles apparaissent comme des spectres éblouissants à la station, devant la machine, dans la zone industrielle, dans leurs crasseux appartements locatifs. Leurs corps minces comme des lames de couteau, tel le papier, comme les cheveux, comme l'air. Elles coupent avec les doigts, fer, film, plastique. Elles sont fatiguées et apathiques. Avec leur visage de spectre, sont mises à la machine. Sur la ligne de production de vêtements de travail, leurs yeux brillent, leur jeunesse rayonne dans la marée noire qu'elles composent. Je ne peux pas les distinguer, comme si parmi elles, je ne pouvais pas distinguer leur peau. Gestes sans visage singulier, visages innocents qui sont réarrangés sans cesse à former des nids de fourmis dans l'usine électronique ou nids d'abeilles dans l'usine des jouets.
Elles rient, se lèvent, courent, se courbent, se plient. Elles sont réduites à une paire de cuisses et des doigts, deviennent les vis à tourner, le fer à trancher, plastique à comprimer, fil d'aluminium à courber, tissu à couper, frustrées, fières, épuisées, heureuses, dispersées, impuissantes, seules. Ainsi elles apparaissent. Celles qui sont venues du village Hao sont intelligentes, maladroites, timides, craintives. Aujourd'hui, elles s'agenouillent. Devant elles, il y a la baie vitrée lumineuse, la sécurité dans son uniforme noir sur des véhicules verts et oranges. L'enseigne de l'usine d'or au soleil rayonne la lumière. Elles, à genoux, devant les portes de l'usine, tenant une pancarte qui dit gauchement « Donnez-nous l'argent de la sueur et du sang ». Les quatre ne montrent aucune crainte inclinée aux portes de l'usine. Autour d'elles, il y a des foules, des gens de leur village, des amis ou des collègues qui rentrent et sortent de l'usine. Tous regardent les quatre amies ouvrières emmenées par la police. Elles regardent impassibles une ouvrière qui perd une chaussure et une autre ouvrière comme elle se bat avec son pantalon déchiré. Toutes regardent, silencieuses, les quatre ouvrières à genoux qui sont traînées loin. Dans leurs yeux, ni tristesse, ni joie. Sans aucune expression, elles entrent dans l'usine. Leur profonde malchance me laisse triste, déprimé. Bien et mal, parce que Chen Xiaochun, c'est, d'après moi, une grande poète. Elle a la capacité de nous faire sentir et voir la scène, non? Bon, ce qui est impressionnant, c'est que personne ne fait rien pour défendre ces jeunes, ces quatre à genoux. Elles sont du même village probablement. Elles ne se connaissent pas. Elles sont des collègues de travail. Bon, il y a une raison qui est dans l'organisation du travail. Les usines dont on parle, c'est probablement la Foxconn, celle a inventé un système, un software pour éviter toutes sortes de socialisation entre ouvrières. Sont des usines dortoirs. Donc, les softwares est fait de façon à organiser le travail, de façon que les gens du même village ou du même dialecte ne travaillent pas à la même ligne de production et que l'horaire de repos ne correspond pas à l'horaire de pause d'autres gens du même dialecte. Donc, il n'y a aucune possibilité de faire des amitiés, de socialiser, de s'organiser surtout. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas que les ouvriers s'organisent. Et il y a quelqu'un de très puissant qui surveille cette non-organisation. Le problème, c'est comment dépolitiser la possibilité d'une organisation entre ouvrières. Donc, il y a le Parti communiste. Le Parti communiste qui est l'avant-garde du prolétariat. Mais comment l'avant-garde du prolétariat? Sont eux qui compteront le prolétariat. Donc, aucun besoin pour les ouvriers de s'organiser. Eux, ils organisent tous. Aucun problème de
penser à la politique. Ce sont eux qui ont la politique dans la main. Donc, plutôt que rester de la chair muette, les ouvriers commencent à écrire des poèmes. Ils écrivent des poèmes parce que sinon, ils seraient sans voix, sans possibilité, sans lieu. Ils sont des nomades, ils font de la poésie nomade. La poésie nomade dans le sens que c'est la seule chose qui peut aller avec eux. Ils changent de travail, de ville, des villages, mais le poème peut être avec eux, dans leurs petits cahiers, dans leurs petits livres, dans leurs papiers. Il y a le poète Sulliger que nous raconte aussi ça, et c'est un peu triste parce que c'est un poète de 24 ans qui est mort et d'une façon, il s'est suicidé. Il venait de cette terrible usine organisée par le capitaliste de Taïwan, un homme super puissant qui dirige 1500 usines de la Foxconn en Chine, et il a déclaré publiquement que diriger et avoir affaire avec 1,5 million animaux lui donne du mal à la tête. Pour confirmer ça, pour préparer les dirigeants de son usine, il a appelé des spécialistes du zoo du Taïwan pour enseigner aux dirigeants comment traiter les animaux. Enfin, ce gentil monsieur, on lui a demandé, on l'a interviewé plusieurs fois pour lui dire, mais comment, dans votre usine, il y a eu 13 jeunes suicidaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites pour empêcher tout ça? Et il a déclaré publiquement qu'il a fait 3 choses tout de suite. Maintenant, c'est sûr, il n'y aura plus de problème. La première chose, c'est qu'il a appelé des chamans et des moines tibétaines ou je ne sais pas de quelle religion. Et et ça pour faire sortir tous les mauvais esprits qui pullulaient dans l'usine, qui portaient du mal à l'usine. Puis la deuxième mesure, il a fait mettre autour, au dernier étage de net, des protections, comme ça personne ne va plonger du haut. Mais la troisième mesure, c'est la plus importante. Vous savez, je dois me protéger moi-même aussi. Donc, j'ai fait signer dans les contrats qu'ils ne vont pas se suicider. Autrement, s'ils se suicident et ils ne meurent pas, après la famille me demandera quelque chose. Bon, il y a ce garçon qui était un grand poète, Sulliger, qui nous a laissé des poèmes magnifiques et qui est tombé, qui était le 3e, tombé du haut de son usine. Je me suis endormi juste comme ça, debout. C'est le titre.
Je me suis endormi juste comme ça, debout, la feuille de papier devant les yeux jaunis un peu. J'utilise le stylo pour y écrire avec différentes nuances de noir. Il est plein de vocabulaire ouvrier, atelier, ligne d'assemblage, machine, fiche de travail, heures supplémentaires, salaire. Je suis soumis par ces mots. Je ne peux crier, je ne peux pas résister, je ne peux accuser, je ne peux me plaindre, je ne peux que subir en silence mon épuisement. Au début, quand le temps s'arrêtait, j'espérais seulement dans le salaire gris du 10 du mois. Consolation tardive. C'est pourquoi je dois raser les bords et polir la langue. Jamais manquer une journée de travail, jamais un congé de maladie, jamais un jour de pause personnelle, jamais arrivé en retard, jamais sorti à l'avance. Je reste à côté de la chaîne de montage comme un morceau de fer, comme si mes mains volaient. Que de jour et de nuit, vraiment ainsi, je dors debout. Je parle de sang. Autre poème. Du même auteur. Je parle de sang, mais j'ai pas le choix. Je voudrais aussi parler de vent, lune, fleurs, neige, parler de l'histoire des dynasties passées, des poèmes de vin. En fait, je ne peux parler que de sang. Le sang qui vient de la location des chambres comme des boîtes d'allumettes, si étroites que de toute l'année je ne vois la lumière. On y écrase des jeunes ouvriers et ouvrières, des femmes dispersées dans des endroits éloignés de leurs maris, un gars du Sichuan qui vend de la soupe épicée, des vieux du Henan qui montent un étal et qui, pendant la journée, sont affairés pour vivre. Et moi qui, le soir, ouvre grand les yeux et écris de la poésie. Si je vous parle de ces gens, je vous parle de nous, fourmis singulières qui se débattent dans le marais de la vie, gouttes de sang qui se déplacent sur la route des petits boulots, sang extorqué par les fonctionnaires de ville ou écrasé par les machines, insomnie perdue dans la rue, maladie, chômage, suicide, vocables qui explosent un par un dans le delta des rivières des perles, dans le ventre de la patrie, disséqués par la lame d'un bon de commande erroné. Je vous parle de ces choses, même si la voix est rauque, la langue dans la bouche se fracture. Je veux aussi déchirer le silence de cette époque. Je parle de sang, le ciel tombe en morceaux. Je parle de sang, la bouche pleine de rouge. Celui-là est très fort. Il nous a laissé pas mal de textes qui ont été recueillis par ses amis, ses collègues, qui ne voulaient pas jeter tout ça comme c'était probablement dans l'intention du capitaliste de Tourne. Je voulais dire quelque chose. D'après moi, il faut penser que on s'approche au nouveau esclavagisme. Le rythme de travail de ces gens, c'est impossible. Ils ont de 6 jours par semaine de travail, minimum 9 heures. Les heures supplémentaires sont obligatoires. Quelquefois, ils font 14 heures de travail. Et donc, souvent, on ne lui paye pas les heures supplémentaires. Donc, dire que c'est seulement du capitalisme, ce n'est pas suffisant. C'est un capitalisme communiste, néo-esclavagiste, lié surtout au fait que c'est un capitalisme non négociable. On ne négocie plus rien.
les partis communistes est la véritable force de la dépoliticisation et du contrôle de tout ça, de cette machine horrible, violente. Dans l'usine, il n'y a que des règlements. Les filles et les ouvriers, femmes ou garçons, ou filles, ou quoi. Souvent, ils sont très jeunes, ils ont même 16 ans. Et ils ne peuvent pas rire, ils ne peuvent pas bouger. Ils ont des pauses de 5 minutes pour les nécessités physiques. C'est vraiment l'expulsion de tout droit possible. Comme on le savait, enfin, que c'était comme ça. Déjà, Marx pensait que les ouvriers, ils vivaient dans une caserne, mais lui, il croyait qu'il y avait une possibilité de socialisation et d'organisation politique. Ça, c'est exactement le contraire. Il n'y a aucune possibilité de socialiser. Et la non-socialisation est dominée par les grands contrôles. Vous n'aurez autre parti sauf que moi, il dit. J'ai dit, Sully parle de sang et il écrit. Donc, le sang, il y a les vampires du capital non négociable, et il écrase. À un certain moment, il se suicide parce qu'il tombe dans l'habit de cette énorme douleur et fatigue. Il n'a aucune protection par aucun genre de soutien amical. Le prochain, c'est le poète qui a été premier. On lit 2 morceaux, non? Et il est une personne très, très intense. Il est nomade et il décrit son nomadisme d'une façon rude. Et il démontre aussi la condition réelle de la déconstruction de toute relation sociale possible qui fasse les nomades. Tu lis, oui, il s'appelle Guadagno. Premier poème, Rentrer à la maison sur le papier. Le garçon, un lever de soleil, compte du premier étage au 13e. Il termine de compter et arrive au dernier étage. Il vole dans l'air. Les mouvements des oiseaux ne peuvent pas être imités. Le garçon dessine une ligne droite si vite comme la foudre, jusqu'entrevue seulement à moitié. La terre est un peu plus grande que la ville de Longua. L'impact est frontal. La vitesse a dépassé le garçon. Un grain de riz a déplacé un blanc minuscule. Les larmes de la mer sautent des bords des tuiles. C'est le 13e saut du milieu de l'année. Avant, il y a 12 noms. Poussière vient de tomber, vent d'automne, il souffle toute la nuit sur l'haute herbe blanche de la mer. Les cendres très blanches, très légères, il retourne à la maison par train. Elle ne s'occupe pas du riz blanc. Blanc, fleur de canne de la mer, blanc de la mer, blanc de la gelée. Une telle grande blancheur enterre la minuscule blancheur, comme si la mère enterrait sa fille. 3e étage. Je suis en train d'installer les filets de sécurité. Ceci est mon travail pour prendre le salaire d'une journée par la force, dans le sens horaire.
Serrer un peu les vis, elle lutte et résiste dans l'obscurité. Plus recours à la force, plus est dangereux. Grain de riz des lèvres avec la saveur du poisson, les deux fossettes cachent 2 gouttes de rosée. Elle est toujours en détresse, les vêtements d'automne, chaque jour en manque un. Amis fraternels qui rentrent à la maison sur le papier, sauf que le riz est affiancé, rarement il y a ceux qui se souviennent que dans la chambre 701, tu avais occupé un lit. Tu avais mangé des nouilles de riz de Dongguang. Joie et douleur d'un homme du Hubei. Jade, je ne devrais pas écrire des poèmes, te tromper. Je disais que je voulais porter la lune par la fenêtre, ou de nous aller vivre sur la lune. La voisine de gauche est une danseuse graduée nommée Chang'e, la déesse de la lune. Le voisin de droite est le vieux charpentier Vu, blanc lapin solitaire, il regarde à l'est et à l'ouest. Avec l'argent, nous faisons une chute de neige. Avec l'argent, nous réparons une autoroute immaculée. Avec l'argent, nous laissons la rivière continuer à couler. On n'arrive pas à dépenser tout, rayons de lune, flocons de neige, eau. Sa température se rapproche à celle corporelle, pas du tout froide. Depuis 1990, je t'ai amené à bluffer, à gaspiller des ressources précieuses. Moi, hypocrite, je voulais déchirer la voie lactée des liens du sang. Ce salopard, en tout, il a fait 4 mauvaises actions. Jade, certains disent que le Osmanthus flagrans a créé les cartes blanches, un volume de cartes blanches. J'ai écrit de vieilles lettres, j'ai écrit des poèmes anciens, j'ai déchiré une page, j'en ai fait une boule, j'ai fait des gribouillis. Je buvais une grande tasse de vin de riz, une tasse en céramique. Je buvais un petit verre d'eau de vie de sorgho, une tasse de porcelaine. J'ai fracassé tout ça. Je tire un coup de pied à un vieil arbre de Osmanthus. Je ne m'excuse pas. Les fleurs d'Osmanthus continuent à tomber comme elle, année après année. Il tombe sur moi, ce salopard. Il a gaspillé. Fleurs d'Osmanthus, le riz, papier, amour, 3 jusqu'à 4 ans. Jade, je ne devrais pas écrire de la poésie, te tromper en disant que dans le Guangdong, ils sont remplis d'or. Nous sommes arrivés dans le Guangdong, nous sommes arrivés à Shenzhen, au village Longhua, Jade, dans l'usine de l'électronique. A est au lieu de travail 245. Je fais des petits boulots sur l'autoroute Songbai. Cette semaine a plu 3 fois en 2 jours. La première fois était le lundi. La pluie sur la route, je suivais un type bouleversé. La deuxième fois, mardi, la pluie sur la route. Quand je fuis et glisse, j'ai fracturé ma jambe. La troisième fois est encore mardi et la pluie pénètre dans la citerne en pierre. Une chaussure laissée au bord de l'eau. Jade, elle est allée dans la province de Taïwan, allée au port de Geelong. Allez. Le filou qui écrit de la poésie, c'est moi. J'écris de la mauvaise poésie, j'erre dans 3 provinces. Sur moi, je porte 3 étrangers. Eliot, Hölderlin, Yesenin. Un Chinois, Asie. Ils errent mieux que moi, assis dans un cercueil. Ils reviennent à la maison sans se soucier de la nourriture ou des vêtements, jamais malades. Ah, je suis vraiment un salaud, hein. J'ai faim dans la rue, avec un tas de personnes. Je chante des louanges au soleil. Dans quelques années, j'ai triché 3 filles. Une nommée Xu, enregistrée dans le Hubei, comme dans l'usine Dehai. L'autre nommée Hu, enregistrée dans le Sichuan, connue en tant que travailleuse volontaire. L'autre s'appelle Shang. Moi, sur l'échafaudage du chantier, j'écris la poésie comme s'il n'y avait personne. Si j'écris de Zhang, je pleure. Si j'écris de Zhang, je quitte la province du Hubei, je quitte la province du Sichuan, je quitte la province du Fujian. Je ne devrais pas vraiment. Les mois s'envolent, je n'ai pas un sou sur moi.
Je prends un prêt de 200 de verre, j'ai besoin pour le loyer, un prêt de 50 de pommes de terre, je l'utilise pour manger, un prêt de 30 d'oiseaux, dans ce jour de fête d'épargne 15 yuans, assez pour le billet de train pour m'enfuir. Je m'enfuis jusqu'à Shenzhen, je cours jusqu'à la périphérie de Bao'an, j'échappe à la ville de Dongguan, l'adresse réelle, village de Chang'an, office culturel, bâtiment 3, numéro 303. Dans l'insert d'un journal, je trouve le nom d'un gars nommé Fang Zhu avec le titre de poète dans une taverne du village de Jinsha. J'arrive à tricher 500 yuan. On finit. On finit. Oui. C'est attends. Il est. On pourrait dire beaucoup plus d'autres choses, mais le temps est sévère. Je dis que j'ai aimé ces poètes et l'occasion que le théâtre de la commune m'a donnée parce que j'irai travailler là-dessus beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup. Je voudrais juste, Merci. non, je voudrais juste conclure en disant qu'il y a quelque chose tout de même de presque fantastique dans cette situation, de cette naissance de milliers et de milliers de poètes dans ce prolétariat nomade de millions et de millions de personnes. Évidemment, c'est pour part les chiffres chinois, toujours extraordinaires dans tous les ordres. Mais c'est aussi quelque chose de plus, je pense. C'est quelque chose qui inscrit la première, au fond, formulation de ce gigantesque prolétariat nouveau, ce prolétariat nomade qui va quand même en partie décider du cours du monde, un jour ou l'autre. Et que la première forme d'expression de ce gigantesque prolétariat nomade soit cette apparition de poèmes magnifiques, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer comme une force, comme une espérance. Ouais. Je le crois, vraiment. Ouais. Voilà, écoutez, merci à tous.